Chers auditeurs, bonjour. Je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui encore, je reçois un invité dont l'histoire va vous inspirer pour écrire la vôtre. Il s'agit de Bertrand, un vieil ami dont l'incroyable parcours élargit notre horizon. Il va nous expliquer comment il a mis ses talents à profit pour créer son mode de vie idéal. Tout ne s'est pas fait en un jour et Bertrand se livre pendant près d'1 heure. Anticonformiste, il nous fait découvrir son métier de plombier de l'organisation des entreprises à exercer pour l'essentiel depuis la plage. Il détaille ses succès et déboires financiers et la façon dont il construit son parcours. Enfin, il nous dira comment affronter nos peurs et passer à l'action. Je suis Xavier, fondateur de Financer sa vie, où mon expérience de coach en leadership et d'investisseur est mise à votre service. Si cet épisode vous plaît, aidez-nous à faire connaître la chaîne pour inspirer plus de personnes. Pour cela, abonnez-vous au podcast, partagez-le, laissez des commentaires ou une évaluation 5 étoiles. Vous pouvez aussi naviguer sur www.financersavie.com et devenir membre gratuitement pour accéder à du contenu exclusif. Bonjour Bertrand, je suis ravi et ému de te recevoir aujourd'hui. Ravi parce que échanger avec un ami de longue date est toujours un bon moment, et ému car tu fais partie des personnes qui m'ont inspiré et accompagné dans la création de Financer sa vie, notamment pour ce podcast, mais aussi pour le blog. Alors, si je rembobine notre histoire, je reviens à la fin du siècle dernier, à l'université à Toulouse, où nous nous sommes rencontrés. Ce n'est pas vraiment les maths qui nous ont rapprochés, un peu l'informatique, mais surtout le surf et le snowboard. Tu me tirais vers le haut en surf, moi plutôt en snowboard, et on passait des bons week-ends. Ton niveau en informatique était déjà ahurissant, même les profs osaient le dire, ce qui a orienté plus tard ta carrière professionnelle. Depuis, tu as vécu 1000 expériences, dont la plupart à l'étranger, de l'Allemagne au Portugal en passant par l'Ukraine ou la Russie. Tu nous parleras de tout ça. Ce qui n'a pas changé, c'est ta passion pour le surf. Ta situation aujourd'hui au Portugal est à mon sens l'aboutissement de ton parcours personnel où le surf joue un rôle très important, et professionnel dans lequel tu as su devenir tout à fait indépendant. Je suis donc enchanté que tu sois présent aujourd'hui afin de nous présenter comment tu as conduit ta vie jusqu'à aujourd'hui et tu nous parleras également du rôle qu'a joué l'argent dans ta vie et tes projets. Salut Bertrand. Salut Xavier, écoute, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Je suis vraiment ravi d'être l'invité de Financer sa vie et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Alors effectivement, comme tu dis, beaucoup de choses à raconter, beaucoup de surf, beaucoup de pays, beaucoup de voyages. Par où on va commencer tout ça ? Je crois qu'on va commencer par peut-être qui es-tu aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu fais ? Comment tu vis ? Et puis après, tu nous expliqueras comment tu en es arrivé là. Alors aujourd'hui, on va commencer par ce que j'appelle peut-être le camp de base. Le camp de base, pourquoi ? Parce que j'appellerai pas ça ma maison, j'appellerai pas ça l'endroit où j'habite. J'aime beaucoup trop voyager pour dire que j'ai une maison et un seul endroit où j'habite. Mais mon camp de base aujourd'hui, je l'ai établi au Portugal. Je l'ai établi au Portugal, pourquoi ? Tout simplement, l'histoire, elle commence un petit peu avec le Covid. Oui. Avec l'arrivée du Covid, où je me suis dit, non, mais là, c'est impossible de rester enfermé, on va dire confiné, pour être plus poli, dans un endroit où il n'y a pas de vague à surfer, juste à côté de moi. Donc, j'ai commencé un petit peu par aller faire un tour à Hossegor, en France. Et puis, à un moment donné, est arrivé l'été, les déconfinements. Et je me suis dit, là, cet été, il n'y a plus de place à Hossegor, où est-ce que je vais aller ? Tu étais où, Bertrand, à l'époque ? Alors, juste avant le Covid, effectivement, j'avais un appartement qui était à Paris, dans lequel on ne peut pas dire que j'habitais vraiment, en tel point que quand je l'ai rendu après 13 ans, ma propriétaire croyait que j'y avais jamais habité. Tout simplement, avant, ce que je faisais, c'était surtout beaucoup voyager, changer de pays, même plusieurs fois par semaine, aller un petit peu, comme tu l'as dit, en Ukraine, en Estonie, au Maroc, en Suisse, un petit peu partout, et travailler aussi un petit peu des Canaries. Donc j'avais pas vraiment de maison. Mais en tout cas, mon appartement où j'avais mes affaires était à Paris. Du coup là, je me suis dit non, c'est pas possible, avec le Covid, on va voyager un petit peu moins, il me faut un endroit où j'habite devant la plage. Comment tu as choisi ta plage ? J'ai pas choisi ma plage en fait, on a choisi ma plage pour moi. Comme je te disais, à la fin du premier confinement, le Airbnb dans lequel j'étais à Hossegor était booké, donc il n'y avait plus de place, c'était début juillet. J'ai demandé à mon propriétaire qui travaille pour une marque de surf, écoute, je t'ai aidé pendant 3 mois à rester dans un endroit pendant qu'il n'y avait personne, trouve-moi une place. Et en fait, c'est par hasard, par des amis, qu'à un moment, il me dit, écoute, il y a quelque chose au Portugal. Je dis, Portugal, pourquoi pas ? Donc c'était une décision, on va dire, une grande décision pour
pour certains, une décision de vie. Moi, c'était juste par hasard. J'ai dit, bon, allez, Portugal, c'est pas mal. Je suis arrivé ici. Au bout de 3 semaines, je me suis dit, mais ce pays, en fait, il a tout juste. Les gens sont gentils, il y a du soleil, il y a la plage devant la maison. Je vais rester ici. Et du coup, je suis resté là. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu fais au Portugal ? Alors du coup, au Portugal, le Covid a créé plein de décisions chez moi, généré plein de décisions. Pendant le Covid, je me suis dit, c'est simple, aujourd'hui les gens ils vont travailler de plus en plus à distance, parfois chez eux. Le monde n'est pas tout à fait prêt en fait pour travailler à distance. Du coup, je me suis dit, on va aider le monde à travailler à distance. C'est un peu ce que je faisais avant. Avant, je faisais des écosystèmes d'innovation pour les entreprises, des transformations digitales. Mais j'avais travaillé, je ne sais pas si tu te souviens, il y a 20 ans maintenant, on s'était retrouvé à Mundaka, à d'Espagne. Ah oui, je me rappelle, oui. Dans un petit village du Pays Basque, un village de surfeurs. Oui. Et c'était en 2000, je crois. Oui. Ma première expérience de travail à distance. Je travaillais pour une entreprise suisse, à distance, dans un village du Pays Basque. Et je me suis dit, mais en fait, ça fait plus de 20 ans que moi, je fais ce que les gens doivent faire aujourd'hui pour lequel ils sont pas prêts. Et donc, ce que je fais aujourd'hui au Portugal, c'est apprendre aux personnes, notamment aux entreprises, à travailler à distance en étant plus confortables et plus heureux dans ce qu'ils font tous les jours. D'accord, donc tu es consultant en freelance, c'est ça? Ou c'est un autre nom? Comment tu dirais? Alors si tu veux un vrai nom, moi j'appelle ça plombier des entreprises. Je répare. Plombier des entreprises, d'accord. Je répare les entreprises en fait. Oui, on peut qualifier ça de consultant en stratégie, de consultant en télétravail, en travail à distance, de consultant en environnement hybride. Enfin, on peut lui trouver tous les noms d'oiseaux qui feront du marketing sur LinkedIn. Mais oui, le but c'est ça, c'est de permettre aux entreprises de mieux fonctionner. C'est du consulting. Et oui, tu disais freelance. Alors on parlait un peu des choix qui ont dicté la vie. Moi j'ai un problème à la base. Ah. C'est un problème que tu dois connaître ou avoir remarqué quand on était ensemble déjà à l'université à Toulouse. J'ai un petit problème avec l'obéissance. Oui. Avec écouter des ordres et pas faire ce que j'ai envie de faire. C'est vrai. J'ai jamais signé un contrat de travail de ma vie, en fait. Ah bon? J'ai commencé à créer des entreprises dès le départ. Pourquoi? Parce que j'avais pas envie que quelqu'un me dise ce que j'avais à faire, et surtout quand je suis pas d'accord. D'accord. Donc, tu as toujours été indépendant, on va dire. En tout cas, tu n'as jamais eu de patron en tant que tel? Jamais. J'ai eu des clients. Alors, quand on dit pas de patron, des fois, le client est plus exigeant qu'un patron, quand même. C'est vrai. Mais effectivement, j'ai toujours eu des entreprises. J'ai créé plusieurs entreprises dans plusieurs pays. Et j'ai toujours travaillé comme ça. D'accord. Aujourd'hui, quelles sont les entreprises qui viennent vers toi, alors? On est sur quel type de boîte? Alors là, l'histoire joue quand même un grand rôle dans cette partie-là. Puisque les entreprises qui viennent vers moi aujourd'hui, ça vient un petit peu de mon histoire, de ce que j'ai fait avant. Donc, on va trouver beaucoup de grandes entreprises, notamment, mais dans un petit peu tous les domaines. Il y en a dans le domaine de ce qu'on appelle retail, avec des entreprises de supermarchés, etc. Il y en a dans le domaine du sport, il y en a dans le domaine de la banque, dans le domaine de l'assurance, et ça un petit peu dans tous les pays, mais c'est essentiellement les grandes entreprises, en fait, aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les grandes entreprises, ça va être celles qui ont le plus de problèmes pour s'adapter à cette nouvelle façon de travailler, pour une bonne raison, c'est qu'elles ont une histoire, elles ont des habitudes, elles ont des coutumes, des rites qui sont à l'intérieur, et c'est plus compliqué pour elles de changer qu'une entreprise de 20-25 personnes qui, elle, pourra rapidement s'habituer à travailler autrement et à adresser l'urgence en réalité. D'accord, mais comment as-tu réussi à faire en sorte que ces grosses entreprises, puisque tu m'as dit que c'était plutôt des grosses ou des moyennes, elles viennent vers toi plutôt que vers des cabinets de consulting établis depuis plus longtemps, avec plus de ressources, peut-être humaines en tout cas? En fait, c'est simple. Imagine un cabinet de conseil. Un cabinet de conseil, tu vas lui demander de réfléchir à une nouvelle façon de travailler que personne connaît, en réalité. Oui. Et le consultant de ton cabinet de conseil, lui, il va arriver comme avant. Il va se présenter dans ton bureau pour venir travailler pour toi, arriver avec un costume pour te dire qu'il faut travailler différemment depuis la maison à la plage. Il y a quelque chose de pas honnête un peu dans cette approche. Il y a quelque chose de bizarre, il y a un décalage. Quand on se dit qu'une personne qui ressemble à la personne d'avant, qui travaille comme avant, va m'expliquer comment je dois travailler demain d'une nouvelle manière. Quelque part, il y a un souci de légitimité. En réalité, moi, en travaillant depuis la plage, parce que je travaille depuis la plage tous les jours, il y a une vraie forme d'authenticité. C'est-à-dire, ce que je vais transmettre aux autres, c'est pas un savoir, c'est pas quelque chose qu'on apprend dans les livres. En fait, ce que je vais transmettre aux entreprises, c'est une partie de la manière dont je vis moi-même. D'accord. Et du coup, cette authenticité fait que les entreprises viennent
facilement vers moi, aussi facilement, voire plus facilement qu'elles iraient vers un cabinet de conseil traditionnel, en fait. D'accord, donc c'est la carte légitimité, en fait, du fait que tu sois à distance, finalement. Tout à fait, mais en fait, je dirais, si tu veux, tout cet aspect Covid, etc., ces façons qui sont arrivées de travailler autrement, de travailler à la maison, pour moi, ça a fait quelque chose, j'appelle ça enlever le filtre Instagram sur la photo. Ouais. Si tu veux, avant, on était un peu derrière un filtre Instagram, en fait, caché derrière des habitudes, penser que tout fonctionne, etc. Avec la nouvelle façon de travailler, on a enlevé le filtre Instagram. Tout ce qui te reste dans une entreprise, c'est la vérité. Ouais. Et là, c'est un peu la même chose, en fait. C'est dire que tu travailles à distance et dire comment travailler à distance si tu le fais pas toi-même, c'est quand même un petit problème. Et là, c'est effectivement la vérité, l'authenticité, ouais. Bon, super. Alors, tu pourrais nous dire ce qu'est une journée type? C'est peut-être un peu compliqué, une semaine type. En tout cas, comment tu organises tes journées et ce que tu fais? Alors, je suis un grand malade de l'organisation. Eh oui. Ça, il faut le savoir. Quand on regarde bonne organisation, c'est un peu, on va dire, presque maladif, mais en réalité, non. Quand tu travailles chez toi, quand tu travailles à la maison, personne va te dire comment t'organiser, comment créer ton tempo, comment créer ton rythme. Tu vois, quand tu vas au bureau, par exemple, le bureau, il a une heure où il commence. Hein. Ouais. Et si t'es pas à l'heure, tu vas te faire un petit peu remonter les bretelles. C'est vrai qu'il y a des rites dans l'organisation qui font que tu t'adaptes et tu n'as pas à réfléchir à certaines choses. Tu arrives au bureau, par exemple, tu prends le café avec tes collègues, ça c'est standard. À un moment donné, tu vas prendre la pause déjeuner avec tes collègues, c'est pareil. La reprise, après le départ, etc. Tout ça c'est rythmé et en fait ce rythme, on te l'apporte, il est dicté. Quand tu travailles à distance, que tu travailles tout seul avec des entreprises, etc., personne va venir te dicter ton rythme et personne va venir te dire comment faire. Si tu veux dormir toute la matinée, tu peux. Mais il va t'arriver des problèmes. Donc moi, si tu veux ma semaine type, j'ai des semaines que je mets en couleur chez moi. Les couleurs, c'est les activités. Donc les activités, comme j'ai une entreprise, il y a les activités de marketing, il y a les activités de création d'éléments pour les clients, il y a les activités avec les rendez-vous pour les clients, il y a les activités de penser au futur de l'entreprise. Donc chaque activité a une couleur, et il y a une activité qui est le bleu, qui est ma couleur à moi, où je vais faire des choses pour moi. Ça peut être faire du sport, ça peut être évidemment faire du surf, jouer de la musique, etc. D'accord. J'ai une semaine type qui a un équilibre entre ces couleurs. Et le but du jeu, c'est qu'on va pouvoir remplacer un élément par les autres, les échanger un petit peu, les déplacer comme dans un puzzle. Mais à la fin de ma semaine, ce qui est important pour moi, c'est que j'ai préservé l'équilibre entre les couleurs. D'accord. Donc si tu veux, pour te donner une idée de ma semaine ou une idée de ma matinée type, oui. En fait, ça commence par le matin, c'est toujours du temps pour moi. Donc je me lève assez tôt, je me lève à 6h ou 5h30, 6h du matin. Ah oui. Ah oui, parce qu'il faut pouvoir profiter de sa journée. Donc j'ai environ 2 heures qui sont pour moi. Donc ça peut être faire du sport, faire un peu de yoga, un peu de méditation. Et puis la première activité de la matinée, c'est descendre à la plage et aller voir les vagues. Pourquoi ? Parce que ça va changer mon équilibre dans ma journée. S'il y a des vagues, la matinée va être bleue, avec du surf. S'il n'y a pas de vagues, je m'arrête à la plage et je commence à travailler, en fait, en faisant ma journée normale comme elle a été prévue. Alors tu travailles depuis la plage ? Oui, en réalité, je travaille depuis la plage. Il y a un petit point, justement, je pense que c'est intéressant à partager. On a parlé de travail à distance, on a parlé de home office, on a parlé de toutes ces choses-là. Oui. En fait, le travail à distance, c'est pas le travail à la maison. Ah. Je travaille à distance et je déteste travailler à la maison. D'accord. Et pourtant, c'est pas un manque de place, c'est pas un manque d'installation, c'est pas un manque de matériel. Ma maison a été faite pour travailler avec des studios d'enregistrement de vidéos, des bureaux qui sont dédiés. Mais je déteste travailler à la maison. Pourquoi ? Parce que tu vois personne, en fait. Quand tu es chez toi, tu vois ton mur. Et moi, j'aime bien voir un peu d'activité, parler à des gens, etc. Ouais. Donc du coup, oui, je travaille depuis la plage la plupart de mes journées. Ouais. D'accord. À minima tous les matins. Tu disais que tu avais des problèmes avec l'obéissance et l'autorité, mais tu n'as pas de problème à socialiser. Tu as besoin de voir du monde pour en fait t'inspirer et créer quelque part. Oui, effectivement, quand je dis problème avec l'autorité, c'est que j'aime bien faire les choses qui me plaisent de la manière dont elles me plaisent. Ouais. Mais c'est pas pour autant que j'aime pas parler avec les gens. J'adore parler avec les gens. Et puis, travailler à la plage, on fait des rencontres qui sont extraordinaires. On pourrait dire travailler à la plage, ils voient que des plagistes. Ouais. Non, travailler à la plage toute l'année, en fait, j'ai rencontré des gens qui travaillent à la Banque mondiale à Washington, j'ai rencontré d'autres personnes qui sont dans des cabinets de conseil directeurs de l'innovation, j'ai rencontré énormément de digital nomades qui font des entreprises, qui ont des business ici, ou quelque part dans notre pays, on rencontre des gens de plein de pays. Donc, travailler à la plage, en même temps, c'est riche en rencontres.
J'ai eu la chance que tu m'invites chez toi et tu as appelé ça la plage magique. Donc nous y sommes allés en effet. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de passages en réalité sur cette plage, des surfeurs, des familles, des travailleurs. Et c'est riche pour toi, j'imagine, de travailler depuis ce lieu-là. Imagine en réalité, travailler à la plage, c'est comme si tu travaillais dans un espace de coworking, mais plutôt que de t'enfermer dans le petit box, tu serais dans les parties communes. C'est-à-dire que tu verrais toutes les autres entreprises, les autres personnes venir, discuter, échanger des tonnes de sujets. Et d'ailleurs, quand je travaille un petit peu plus dans des villes, si je vais dans un espace de coworking, je vais jamais chercher le box fermé ou le coin tranquille. Je vais me mettre de la même manière au milieu des espaces communs pour avoir cette vie autour et être dynamisé, énergisé avec toute cette vie autour. Et je pense que c'est un des vrais secrets, une des vraies clés de rendre le travail à distance agréable, par exemple. Je comprends. Bertrand, je voudrais revenir sur comment tu en es arrivé là, parce que donc tu nous as dit qu'à l'origine, ton problème avec l'autorité ou l'obéissance avait fait ton parcours. Est-ce que tu peux nous dire comment tu l'as dessiné, ton parcours, comment tu as évolué petit à petit vers ce que tu es aujourd'hui? Parce que souvent, la simplicité, la facilité, on va dire, pour tout le monde, c'est de suivre les parcours, non pas qu'on nous impose, mais plutôt les parcours assez traditionnels. Je vais à l'école, à l'université, je décroche mon diplôme, je trouve un emploi en lien avec mon diplôme, et puis souvent, je change quelquefois de boîte, mais je reste en gros dans la direction que j'ai prise quand j'avais 18 ans, alors que quand j'en ai 25, 30 ou 40, c'est peut-être pas la direction qui est la bonne pour moi aujourd'hui. Alors comment tu as réussi à construire ton parcours depuis l'université finalement ? Alors on va même aller avant l'université si ça t'embête pas. Oui, alors on peut remonter à l'école primaire, puisque on peut dire, Bertrand, nous étions à la même école primaire, avec pas la même classe, mais la même école. Alors raconte tout ça. Allez, même avant l'école primaire, on va presque aller à la maternelle. Puisque je me rappelle quand j'avais 6 ans, si tu veux, on demande toujours aux enfants, tu sais, quand tu seras grand, qu'est-ce que tu veux faire ? Et la plupart des enfants... Pompier, médecin, policier... Moi, ma réponse, ça a toujours été, quand je serai grand, je veux faire ce que je veux. Ah. Il paraît que c'est pas très normal comme réponse, il paraît que c'est pas très standard, mais en fait, c'était toujours la mienne. Et du coup, comme tu dis, comme on est guidé à 18 ans par ce qu'on veut faire, en fait, moi, j'étais guidé par ce que je voulais faire à 6 ans. Et ce que je voulais faire, c'était faire ce que je veux. Oui, mais alors c'est compliqué de savoir ce qu'on veut. Mais ce qu'on veut, ça change. Ah oui. Ce qu'on veut, ça change. Et à partir de là, bon, effectivement, comme tu disais, j'ai découvert le surf, donc ça, c'était une des passions. Je savais que je voulais faire du surf. J'ai découvert la musique, puisque j'ai appris le piano très tôt, puis après, j'ai appris la guitare. Donc, il y a eu un moment où je voulais être ingénieur du son, par exemple, ce que je ne suis pas aujourd'hui. Et puis, j'ai découvert l'informatique, puisqu'on était, comme tu dis, dans la même école. On a eu la chance quand même de découvrir l'informatique à une époque où tout le monde ne connaissait pas l'informatique. Donc, j'ai appris à coder très, très tôt. Donc, ça a créé des facilités. Et après, j'ai défini mon parcours différemment. Je me suis dit, plutôt que de créer un plan, on va créer des capacités. Créer des capacités, créer de l'apprentissage. Apprendre des langues, apprendre de nouvelles compétences. Donc, j'ai aussi appris le métier d'ingénieur du son quand j'étais en Allemagne. Et en fait, cet apprentissage, c'est comme si tu construisais des petits blocs qui te permettront de construire tout ce que tu veux. C'est, disons, plutôt que de faire un parcours et quelque chose de construit, un gros bloc, tu prends des petites briques de Lego. Et ces petites briques de Lego, elles te permettront de modeler ta vie un petit peu comme tu en as envie et de faire tes choix qui peuvent paraître difficiles. C'est souvent pour ça aussi, peut-être qu'on choisit un parcours, une carrière, une entreprise, d'en changer une fois. Pourquoi ? Parce qu'on a un ensemble de blocs de construction qui est limité. Et moi, je me suis dit, plus tu augmentes ton bloc de construction, c'est-à-dire plus tu vas augmenter ta capacité à parler des langues, plus tu vas augmenter tes compétences dans différents domaines, comme le marketing, mais aussi comme l'informatique. À ce moment-là, tu vas augmenter tes capacités de faire quelque chose et tu vas aussi faciliter tes choix. Tu sais, on parlait de snowboard tout à l'heure. Oui. C'est comme en snowboard quand tu as du brouillard sur la piste, en fait. Si tu as du brouillard sur la piste, regarder la piste, ça te sert à rien. Ouais. La seule chose qui te sert, c'est la disponibilité dans tes genoux. Et en fait, moi, c'était toujours ça, créer la disponibilité dans les genoux pour définir une direction. Après, il y a eu une conviction à un moment donné, avec l'arrivée de l'ordinateur, l'arrivée d'Internet, c'était qu'on pourrait, à un moment donné, travailler de n'importe quel endroit dans le monde. Oui, parce que finalement, tu as dit, tu l'as fait très tôt. Première expérience en 2000, bon, Internet était déjà installé, mais ça faisait pas 10 ans qu'Internet était installé. Parier là-dessus, c'était pas évident, ça allait pas de soi à l'époque. Alors, culturellement, ça allait pas de soi. Mais la question, c'est de dire, il y a les habitudes des personnes, ce à quoi ils sont habitués,
et il y a ce que tu peux faire. Et souvent, c'est deux choses qui sont différentes, en fait. Souvent, les gens sont habitués, ils ont ce qu'on appelle les conventions, un truc que je déteste et qui me donne des boutons, les conventions. Et il y a ce que te permet le monde en réalité. Donc, quand on parle de 2000, oui, c'était pas si simple de travailler à distance. Je travaillais depuis le camping en posant mon portable sur les sanitaires. J'ai fait sauter 3 fois l'électricité. Et pour uploader quelque chose au sens Internet, il fallait que j'aille quémander dans un hôtel pour pouvoir brancher un câble réseau à la seule ligne réseau du village. Oui, c'est vrai. Oui, je me rappelle. C'était pas impossible. Et à partir de là, si tu veux, je me suis dit, donc, plus rien n'est impossible. Que la notion de localisation, elle est tout à fait indépendante techniquement de ce qu'on fait. Et tout le reste du parcours, les décisions, etc., le plus gros du travail a été surtout de convaincre donc ceux qui étaient mes clients que c'était possible et que ça fonctionnait. Oui, bah oui. Mais techniquement, ça fonctionnait. Et à partir de là, tu crées une liberté, c'est-à-dire que changer de pays, c'est plus un problème. Changer de lieu, changer l'entreprise, en créer une nouvelle, faire des choses différentes, c'est plus tellement un problème en fait, parce que plutôt que de te concentrer sur ce que tu fais, tu te concentres sur ce que tu es capable de faire et sur tes possibilités et capacités d'adaptation. Ton parcours par capacité, enfin disons ta conception du parcours grâce à l'augmentation de tes capacités, c'est quelque chose que tu as conscientisé tôt ou finalement après tu t'es dit tout ce que j'ai appris, ça va me servir à me construire le parcours que je souhaite, le métier que je veux et les clients que je veux quasiment. En réalité, c'est de l'opportunisme, on va dire. Ouais. J'ai une spécificité, je suis extrêmement curieux et quand je touche à quelque chose, j'ai souvent envie de savoir jusqu'au bout comment ça fonctionne. Tu me donnes un appareil photo, en fait, je veux tout savoir. Je veux savoir comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est la photo, qui sont les photographes, comment fonctionne un capteur, techniquement comment l'appareil fonctionne. Et c'est comme ça. Si tu me donnes une guitare électrique, je vais vouloir savoir comment l'ampli il est fabriqué, qu'est-ce que c'est une lampe, qu'est-ce que c'est un composant, qui a fait quoi dans l'histoire de la musique, qui a fabriqué le son. Et j'aime bien creuser ces choses-là. Et je me suis dit, mais puisque j'aime bien ça, autant s'en servir, autant l'utiliser. Et en fait, c'est de l'opportunisme à partir d'une spécificité, on va dire, naturelle. Aimer creuser le fond des choses. Je ne sais pas si tu te souviens, quand on faisait du skateboard, on faisait du longboard, en fait, du longboard skate. Bon, ça n'a pas pris longtemps jusqu'à ce que je me dise, il faut que j'en construise un. Oui, c'est vrai que tu en avais construit. C'est un peu cette histoire-là de dire... Il y a un sujet, le sujet je vais le creuser et en fait tout ce que je vais apprendre avec ce sujet, je vais le stocker parce qu'à un moment donné ça va me servir. J'ai une question là-dessus. Donc les capacités du cerveau, même du tien, sont pas infinies. Et est-ce que ça t'a jamais pesé d'être, je pense, perfectionniste ? Est-ce que c'est un gros mot, perfectionniste ? C'est pas un gros mot, c'est une qualité et un handicap à la fois, je dirais. Ouais. Alors, mon cerveau, il doit fonctionner bizarrement, mais il y a des choses que je ne retiens pas. Oui. Par exemple, la plupart des personnes avec qui je parle, et ça depuis que je suis petit à l'école maternelle, quand on me demandait « Tiens, t'as un nouveau copain, comment il s'appelle ?» J'ai jamais su comment mon nouveau copain s'appelait. D'accord. Mon cerveau doit faire une espèce de sélection bizarre, de trier des choses, et parce qu'il y a des choses que j'oublie, mais à un point où tu te dis c'est une maladie, il n'y a pas de mémoire. Par contre, il y a des choses que j'enregistre très facilement et que je retiens sans aucune difficulté. Je dois avoir un cerveau mal foutu, ça doit être ça. Mais en tout cas, il est sélectif et il me permet de retenir les éléments pour les compétences et d'oublier très très facilement quelque chose qui n'est pas important. D'accord. Bon, des fois, ça peut paraître impoli aussi. Il y a des gens avec qui j'ai fait des choses, soi-disant, etc. Je les revois 2 ans après, je ne sais même pas qui c'est, j'ai aucun souvenir que je les ai rencontrés un jour dans ma vie, quoi. Oui, je comprends que ça puisse poser un problème de temps en temps. Mais alors, ce qu'il y a de fort chez toi, c'est que ce perfectionnisme ne t'a pas freiné dans ton action. Parce que souvent, les gens perfectionnistes, ils réfléchissent tellement avant d'agir, ils veulent tellement que tout soit parfait, qu'ils font pas grand-chose. C'est pas ton cas. Alors, comment tu fais pour passer à l'action malgré tout ? Alors ça, je l'ai appris potentiellement dans ma recherche, en fait, de progresser, de grandir plus vite. Ouais. Je me suis dit, c'est quoi le meilleur moyen de grandir plus vite ? On va reprendre le surf, si tu veux. Oui. Par exemple, pour progresser plus vite en surf, tu peux rester dans ta zone de confort, être perfectionniste, t'améliorer dans des vagues de 50 à 70 cm et essayer de t'améliorer. Mais en fait, ta progression ne sera pas si rapide. Ou alors, tu peux prendre un risque, c'est d'aller dans des vagues qui sont au-delà de ton niveau, dans 2 mètres, 3 mètres, prendre une sacrée raclée, mais ça va t'apprendre. Oui. Et je me suis dit quelque part que même si tu vises la perfection c'est un but et t'aimes les choses bien faites,
Ouais. Ça veut pas dire qu'il faut pas livrer souvent. D'accord. Et souvent, on confond en fait la quantité des choses qu'on va faire avec la qualité des choses qu'on va faire. Moi, ce que j'aime bien, c'est prendre souvent du feedback, regarder si quelque chose fonctionne. On va parler de, par exemple, lancer un nouveau business. Allez, lancer un nouveau business, c'est bien le truc auquel tu peux réfléchir pendant 3 ans. Oui. Pour moi, lancer un nouveau business, c'est un truc auquel tu vas réfléchir pendant 1 heure avant de le tester. Pas 3 ans. Oui, d'accord. Pourquoi ? Parce que la première chose que tu veux savoir, par exemple, si on parle d'un nouveau business, c'est est-ce qu'il existe suffisamment de personnes qui ont ce problème et que donc ce problème mérite qu'on s'y intéresse. Ouais. T'as pas besoin de faire ton business plan en 5 ans, de savoir comment tu vas faire. La première chose que tu as besoin de savoir, c'est est-ce qu'il y a suffisamment de gens qui ont le problème pour qu'on s'y intéresse. Tout à fait. Pour tester ça, tu as besoin d'un quart d'heure. Un quart d'heure ? Un quart d'heure. Tu sais, tu as Facebook, tu as LinkedIn, Oui. on a des réseaux sociaux, tu poses la question. Et tu vois rapidement si ça accroche, s'il y a des gens qui ont cette problématique, s'il y a des gens qui se posent des questions dessus, s'il y a des groupes qui existent. Je comprends. En fait, perfectionniste, ça gêne pas. Oui. Perfectionniste, ça te gêne si tu pars du principe que perfectionniste, c'est de la quantité et pas de la qualité. D'accord. On parlait de la question pour le business, pose bien ta question. Pose ta question de façon parfaite, de manière à ce qu'elle obtienne le résultat. Mais ça ne veut pas dire prévois tout ton plan, en fait. Ok, compris, merci. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont marqué ton parcours ? Des tonnes, en fait. Parce qu'on parlait des décisions que j'ai prises dans ma vie. Oui. En fait, j'ai jamais pris de décisions très planifiées. J'ai pris des décisions basées sur des changements de contexte. Ouais. Tu disais, je suis allé en Allemagne. En fait, 15 jours avant d'aller habiter en Allemagne, où j'ai habité 7 ans, je savais pas que j'allais habiter en Allemagne. J'ai juste un ami qu'on connaît ensemble qui m'a dit, mais tiens, pourquoi tu viens pas chez nous ? Je me suis dit, tiens, c'est pas bête, c'est une idée. On était au camping, on était à la plage. Ok. Il y a une cabine téléphonique, parce qu'on avait des cabines téléphoniques à l'époque, pas de portable. Et j'ai appelé l'université en Allemagne, et 15 jours après, je suis parti en Allemagne, je suis resté 7 ans. De la même manière, quand j'ai décidé d'aller au Portugal, je suis allé au Portugal parce que, en fait, quelque part, un ami de mon propriétaire de Airbnb a trouvé un emplacement au Portugal. Et je suis parti. Donc, si tu veux, c'est toujours des personnes qui ont marqué des événements clés de ma vie. Ouais. Par exemple, comment faire le business qu'on fait aujourd'hui, c'est parce que j'ai rencontré ma partenaire là, dans le business, Erika, Ouais. qui, à un moment donné sur la plage, me dit « Mais quand vous transformez les organisations, quand vous aidez les gens, vous le faites pas comme il faut, parce qu'il faut d'abord s'occuper de la personne elle-même, etc. » Bon, elle me dit quelque chose, et ça a changé la façon dont on fait le business aujourd'hui. Ok, merci. Donc oui, en effet, les gens ont marqué aussi tes choix finalement et comme tu dis, tu n'as pas planifié, mais tu avais des capacités qui te permettaient d'être réactif lorsque certaines situations se sont présentées. Alors tu parlais des langues, c'est vrai que c'est particulièrement impressionnant parce que finalement, tu parles combien de langues, Bertrand, aujourd'hui ? Je parle, alors parler, il y en a plein qui sont pas parfaites. Je parle français qui devient de moins en moins parfait parce que je le parle pas beaucoup. Je parle évidemment anglais, je parle allemand quand même pas trop mal, je parle un petit peu du portugais, je comprends le russe, je comprends pas très bien l'ukrainien. Ça fait déjà quelques petits morceaux dans les langues qui te permettent de te promener sur la planète, quoi. Ah ouais, c'est ça qui est impressionnant, c'est que finalement, du coup, c'est pas un frein pour toi, les langues, alors que ça l'est pour beaucoup de personnes, même si aujourd'hui, c'est vrai que l'anglais permet de s'en sortir dans la plupart des pays. Et je peux témoigner, je t'ai vu à l'œuvre au Portugal, tu es largement capable de tenir une conversation, et pour moi, tu parles portugais comme un portugais. Parce que moi, je parle pas 3 mots de portugais, c'est pour ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui t'a, je suppose, facilité tes déplacements, facilité ton évolution, et chapeau pour ça. Ça tombe bien que tu prennes ce sujet parce que, en fait, je me dis, les langues, c'est pareil que les décisions. Tu sais, quand les personnes, donc souvent d'ailleurs c'est spécifique, les Français on est bien connus pour ça, pour être assez mauvais dans les langues étrangères. Oui. Souvent c'est une espèce de peur, une espèce de frein interne à aller parler, essayer. Mais tu sais, si tu parles, allez on va prendre le portugais, si tu vas dans un restaurant et que tu parles mal, mais t'essayes quand même en portugais, la personne elle va ni te juger, ni te punir parce que t'as mal parlé. En fait, il va rien t'arriver. Et au contraire, elle sera contente que tu commences à parler dans cette langue-là, et toi, tu vas progresser. Mais c'est pareil dans la vie, quand tu prends une décision. Si tu commences à penser qu'est-ce qui va m'arriver, quels sont les risques, etc. Et si tu commences à penser qu'on va te juger pour ta décision, mais tu la prendras jamais, en fait. Ça, je pense que c'est un espèce d'accélérateur de décision, de se dire, mais en fait, il va rien m'arriver.
Mais ça, je partage ce que tu dis, et c'est vrai qu'il faut arriver à se désinhiber. Alors quand on dit qu'il faut arriver à se désinhiber, on n'a rien dit, parce que c'est pas de le dire que ça arrive, mais comme tu dis, quand on réfléchit à qu'est-ce qui peut m'arriver de pire si je tente de parler un mauvais portugais plutôt qu'un bon anglais quand je vais au restaurant au Portugal, en fait c'est rien. Parce que c'est sûr que le restaurateur, il préférera que tu tentes du portugais plutôt que d'entendre un anglais peut-être bon, mais qui va moins lui montrer que ta capacité à t'intégrer. Et puis, comme tu dis, si on n'essaye pas, on progresse pas. Mais c'est vrai que, encore une fois, c'est accepter aussi de ne pas être parfait pour s'approcher finalement de la perfection, ce qui est un peu paradoxal, mais c'est comme ça que ça marche. Si tu veux progresser, il faut faire des erreurs. Celui qui fait pas d'erreur, il n'apprend pas, il progresse pas. Oui, ça c'est ce que tu me disais. En surf, si on fait pas d'erreur, il se passe rien. On va même pas essayer de se mettre à l'eau parce que forcément on va tomber, forcément il va y avoir des choses imprévues et quelque part, si on n'accepte pas l'erreur, on va rester sur la plage et regarder les autres faire. Donc il est important de réussir à accepter l'erreur comme une source de progrès. Tu sais, justement, à propos de ça, j'ai une amie qui avait suivi, quand on a commencé avec le Covid et le premier confinement, j'animais un petit déjeuner sur justement comment traiter les problèmes du travail à distance, comment les entreprises se comportaient, comment les gens travaillaient autrement et différemment. Et elle a assisté à un des petits déjeuners et son retour, c'était « c'est nul ». Ah. Bon, alors, j'aime bien la critique, j'aime bien quand c'est frontal, mais là, c'était quand même violent, tu vois, c'était « c'est nul ». Ouais, nul, c'est lourd quand même. Ouais, nul, c'est lourd quand même. Elle me dit non, mais ce que tu dis, c'est juste, mais en réalité, c'est nul. Effectivement, elle avait raison, c'est-à-dire qu'on essayait de résoudre des problèmes. On essayait de résoudre des problèmes et on parlait de problématiques, de ce que les gens ressentaient, de ce qui allait pas bien, de ce qu'on pourrait corriger. Et elle me dit, imagine que tu veux faire de la course à pied. Comment tu fais pour faire de la course à pied ? Est-ce que tu regardes Usain Bolt à la télé et tu te dis, je voudrais courir aussi vite que lui, même si ça t'arrivera jamais. Ouais. Ou est-ce que tu fais d'abord le tour de tous les hôpitaux et que tu recherches tous les blessés de course à pied pour savoir comment ils se sont blessés ? Pas mal. Dans le premier cas, tu vas courir. Dans le deuxième cas, t'as peu de chance d'aller courir un jour, en fait. Et c'est toujours ça. Les gens, ils commencent souvent par regarder le risque. Bah oui, c'est naturel, on a peur. Mais en réalité, le risque, on l'identifiera. Mais si tu commences par regarder le risque, tu feras rien. Ouais. Si tu commences par regarder comment réussir et atteindre l'objectif, ouais. Sur le chemin de cette recherche-là, tu verras le risque. Et ça, tu vas l'éviter. Comme si tu as un caillou. Tu sais, on le sait en snowboard aussi. On a fait du snowboard. Dans un parcours de compétition, tu as une plaque de glace qui est dans le virage. Plus tu vas regarder la place de glace, plus tu vas augmenter tes chances de tomber à la fin. C'est vrai. Si tu regardes loin, tu vas passer. Ça passe tout seul. Pourtant, tu sais qu'elle est là. Tu sais qu'elle est là. Ouais, c'est vrai. Mais tu passes l'obstacle. Ah ouais, ça devient plus un frein. Et en fait, souvent, les gens, ils regardent trop les obstacles. On le dit aux enfants au vélo. Qu'est-ce qu'on dit aux enfants qui apprennent à faire du vélo ? On leur dit, regarde loin, regarde pas la roue avant. C'est vrai. Merci Bertrand. Alors, ça me fait une transition avec la suite de l'interview parce que, comme tu le sais, dans Financer sa vie, on parle création de son parcours de vie et on parle aussi finances personnelles parce que souvent, un des risques qu'on voit dans un changement de parcours de vie, c'est le risque de l'argent, le risque des sous. Si je change de travail ou si je veux changer de travail, je risque dans 4 mois de ne pas passer ma période d'essai. Si je passe indépendant, je risque de plus gagner d'argent. Alors, est-ce que tu peux nous parler, toi, de l'argent, de comment tu as géré tes finances et surtout, finalement, est-ce que l'argent t'a rapproché ou éloigné de tes rêves ? C'est ça qui m'intéresse. Ça, c'est un sujet intéressant. Et on parlait tout à l'heure d'apprentissage. Oui. Et le plus grand apprentissage, en fait, la plus grande leçon que j'ai pu avoir, elle vient d'une catastrophe. Elle vient d'une catastrophe, c'est-à-dire que quand j'ai commencé, après mes études, j'ai créé ma première entreprise et j'ai eu des clients immédiatement en Allemagne. Oui. À un point où t'imagines, tu sors de l'université, normalement, t'as ton premier boulot, t'es embauché. Moi, en fait, ce que je gagnais par mois, c'était complètement surréaliste. C'est-à-dire que mon premier salaire en 2002, enfin pas salaire, mais mes premières rémunérations en 2002, on était déjà sur des sommes à 5 chiffres. Ah oui. Par mois. Ce qui est énorme. C'est vrai que si jeune, ça peut faire peur. En fait, quand tu sors de tes études et tu comprends pas, en fait. Tu comprends pas. Tu te dis, mais j'ai plus d'argent que ce que je suis capable d'en dépenser. Ça te fait oublier beaucoup de choses parce qu'effectivement, tu n'as pas d'expérience. Donc, comme tout le monde, j'ai oublié. Je me suis dit, j'ai plein d'argent, j'ai un client, je vais faire la fête, je vais profiter, je vais pas économiser, j'en sais rien, de toute façon, j'en gagne tellement que c'est pas la peine. Oui. Jusqu'au moment où ton client, il est plus là. Et puis là, tu te dis, c'est pas grave, il m'en reste encore un peu parce que t'as pas pu tout dépenser. Il m'en reste et puis t'as plus de clients. Et puis, j'avais plus de clients. Ouais.
Et alors là, tu as une période où ça devient beaucoup plus compliqué. Tu commences à stresser, puis tu commences à pas pouvoir payer ton loyer, tu commences à pas pouvoir acheter à manger carrément, tu peux plus évidemment t'acheter de nouvelles affaires pour t'habiller, tu peux pas mettre d'essence dans ta voiture, enfin ta période elle devient très compliquée. Mais très honnêtement, c'est la période presque qui a été la plus utile dans ma vie parce qu'elle m'a appris le plus. Elle a quand même duré 1 an et demi. Et pendant 1 an et demi... 1 an et demi, tu étais en difficulté financière, on peut le dire comme ça. En difficulté, j'étais pas forcément endetté, mais quand même, il fallait que je réfléchisse si j'achetais du sel ou si j'achetais du riz pour manger. Donc le riz sans sel, c'est pas bon, mais le sel sans le riz, ça sert à rien, tu vois. Mais en fait, cette chose-là m'a appris une chose, premièrement. C'est que tout peut arriver. Même dans la meilleure situation où tu vas être, même si tu es employé aujourd'hui. Imagine tu es employé aujourd'hui, l'entreprise dans laquelle tu es, elle peut faire faillite. Il peut t'arriver une catastrophe, tu peux être viré demain en fait. Et tout peut t'arriver. Donc le risque, c'est pas quelque chose qu'il faut voir comme une peur, de toute façon il est là. Tu peux avoir le meilleur job du monde, tu peux le perdre demain. Ensuite, autour de 2016, il m'est arrivé une seconde catastrophe. J'avais fait pas mal d'économies, j'avais économisé, j'avais une entreprise en Angleterre. Le comptable fait quelques manœuvres qui sont pas très propres. Mon entreprise est fermée avec l'intégralité des capitaux saisis par la couronne britannique. Et là, bon, on est quand même à 7 chiffres. Ça commence à faire beaucoup. Oui. Je me retrouve avec exactement 118 € sur mon compte en banque. Pourtant, ce coup-ci, j'avais fait des économies. Oui. Mais, tu vois, le 23 décembre, période de Noël, tu as 118 € sur ton compte en banque alors que tu étais millionnaire. Bon. Et pourtant, tu avais tout bien fait. Oui, en plus. La seule chose que je me suis dit, c'est comment je peux construire, en fait. Et à partir de là, la relation à l'argent, l'investissement, etc., je me suis dit, oui, il y a une capacité qui est sur l'économie, sur avoir des réserves. Ça, c'est quelque chose qu'il te faut de toute façon, parce que quelque chose peut t'arriver. Mais là où je vois, moi, la capacité essentielle, alors c'est peut-être pas très orthodoxe, c'est pas la capacité à sauvegarder de l'argent, c'est la capacité à générer du revenu, à en gagner en fait. D'accord. Et à partir de là, je me suis dit, quelle est la chose qui est la plus pérenne en fait ? Est-ce que c'est les économies ? Est-ce que c'est l'investissement ? Et bon, peut-être parce que j'avais ces briques de Lego, ces capacités à faire plusieurs trucs aussi, c'est peut-être ça aussi. Je me suis dit non, en fait, le truc le plus pérenne, c'est de t'assurer que tu auras toujours un moyen de créer un revenu. Parce que dans ce cas-là, quoi qu'il arrive, imagine que tu as investi, tu as fait un mauvais investissement, tu perds tout l'argent, tu perds même le capital parce que tu n'as pas été malin. Bon, ben là, tu as 0. Tu as fait des économies quelque part, tu les as faites dans un système qui n'est pas idéal, tu perds tout. Ben là, tu as 0. Par contre, si tu as toujours cette capacité de construire quelque chose qui va générer un revenu, tu as cette forme de résilience en fait. Tu crées une résilience qui fait que tu te dis, bon, quoi qu'il m'arrive, de toute façon, je peux m'en sortir. Donc c'est en lien avec ce que tu nous racontais tout à l'heure. Tu disais finalement, je fonctionne par bloc de compétences. Et finalement, dans ce bloc de compétences, il y a cette capacité à générer des revenus. Ce qui fait que, même si c'est pas agréable, en repartant de zéro, tu as su reconstruire grâce à ce que tu avais déjà acquis et puis à ce que tu as continué à travailler. Je dirais même mieux, j'ai reconstruit mieux en fait. J'ai reconstruit mieux parce que ce qui t'est arrivé, c'est pas une catastrophe, c'est un apprentissage. Donc même si le résultat de la situation n'est pas glorieux quand ça t'arrive, tu vois, par exemple, ce qui m'est arrivé avec l'entreprise fermée par un comptable, ça m'a appris que quand tu gères une entreprise, il faut 100% de transparence, que tu aies la main, la visibilité sur tout ce qui est en train de se passer dans l'entreprise, et que tout soit parfaitement géré. C'est un apprentissage, en fait. C'est un apprentissage un peu onéreux, on va le dire. Oui, rude, quand même. Mais c'est un apprentissage. En général, l'apprentissage, c'est brutal. Quand j'étais petit, je faisais des arts martiaux et on avait un maître d'arts martiaux qui avait été 10 ans au Japon. Et tu sais, quand tu fais du jiu-jitsu ou des arts martiaux qui portent des coups, souvent, on te met des protections. Il nous faisait enlever les protections. Et pourtant, on était petits. Mais il nous faisait enlever les protections pour une bonne raison. C'est que si tu travailles avec des protections, tu vas mal parer les coups. Alors que si tu as un danger réel qui va vraiment faire mal, à ce moment-là, tu vas vraiment faire attention. D'accord. Et je pense que c'est un bon enseignement, c'est de se dire de toute façon, le danger, il est là, il est réel, et c'est pas la peine de fabriquer des protections qui fonctionneront plus ou moins bien, mais qui risquent de disparaître, parce que ça va t'endormir en fait. Ça va... Je veux pas faire Jean-Claude Van Damme avec Aware, tu vois. Oui, mais je comprends. Mais en réalité, c'est pas loin de ça, c'est être conscient
qu'à un moment donné, quel que soit le type de protection que tu vas construire, il n'est pas 100% sûr. Lui aussi, il a un risque. L'idée, c'est aller multiplier un petit peu les types de protection, de sécurité, et toujours préserver cette espèce de potentiel, en fait. Ces briques qui disent « j'ai un potentiel à reconstruire ». Oh, super, merci. Alors aujourd'hui, concernant tes finances personnelles, du coup, vu ce qui s'est déjà arrivé, bon, alors c'était des catastrophes ou pas des catastrophes, mais en tout cas, ça t'a appris, mais tu es reparti de zéro les 2 fois. Est-ce que tu as une stratégie particulière aujourd'hui? Comment tu fais? Alors, il y a plusieurs stratégies. Bon, il y a une chose que j'ai appris à travers la première expérience, et aussi à travers la deuxième, c'est qu'à un moment donné, tu as besoin d'un matelas. Oui. Un matelas qui, même dans le pire des cas, te permettra de repartir. Oui. Et là, bon, c'est un peu une stratégie, on va dire presque économie et investissement très sécurisés, même s'ils ne sont pas très rentables. Ouais, oui. Eux te donnent une base, on va dire, de entre 6 mois et 1 an. Ok. Où tu vas dire, bon, s'il m'arrive une galère pendant 6 mois et 1 an, je suis capable de vivre et de me concentrer sur reconstruire, Oui. et pas me concentrer sur survivre. Ouais, je comprends, d'accord. Un genre de matelas de survie. Alors ça peut être juste faire des économies, faire des investissements très sûrs, etc. Il y a cette partie-là. Oui. Après, une partie que j'ai un peu moins dans la gestion des finances, parce que c'est pas trop mon truc, ce sont tous les investissements, plutôt portefeuille boursier, etc. C'est pas mon truc. Ok. Je dirais c'est pas mon truc en tant que spécificité, parce que ça, c'est ce qu'on va rentrer dans la catégorie de revenus passifs. Ouais. Et moi, comme je te disais, je peux construire plusieurs choses, plusieurs business, plusieurs types de choses différentes, qui peuvent aussi, d'une manière ou d'une autre, créer des revenus passifs, en fait. Ouais. Imagine, tu crées des cours en ligne. Si tu crées des cours en ligne pour faire quelque chose, si tu vends des abonnements long terme dans un business pour faire autre chose, c'est aussi quelque part un revenu qu'on pourrait qualifier entre guillemets de passif, puisque tu as la construction de l'élément qui après, lui, va te générer du revenu sur une période plus longue sans que tu altères cet élément. Oui, c'est pas du portefeuille boursier, mais quelque part, si, c'est un investissement sur des revenus passifs après derrière. Bien sûr, oui, tout à fait. Mais bon, ça reste quand même... L'essentiel pour moi, c'est la capacité à construire quelque chose qui va générer du revenu. Ouais. En particulier aujourd'hui où le monde il est en train de prendre des tournures assez incertaines, on va dire, dans tous les sens, hein, économique, politique, etc. Moi, je me dis, mais le monde de demain, on le connaît pas. Donc, demain, les problèmes de demain, on les connaît pas. Les solutions de demain, on les connaît pas. Et les conventions d'aujourd'hui, elles risquent de pas être valables demain. Et dans ce cas-là, je pense que la bonne stratégie pour la gestion des finances, c'est pouvoir générer du revenu en construisant quelque chose. D'accord. Mais oui, parce que c'est vrai qu'on parlait du salariat tout à l'heure. Donc, quand on est salarié, on est un patron, mais finalement, on dépend de ce patron à 100% pour nos revenus. Et quelque part, c'est un danger pour nos finances. Comme tu dis, on peut se faire licencier. Alors que quand on arrive à diversifier ses sources de revenus, c'est plus de sécurité. C'est du travail, bien sûr, parce que chaque source va avoir sa spécificité, mais au final, c'est plus de sécurité. Alors Bertrand, merci pour ces stratégies que tu as pu mettre en place. Est-ce que maintenant, on peut essayer de se projeter dans les 5 ans qui viennent? C'est un exercice compliqué, parce que comme tu viens de le dire, on ne sait pas ce que sera le monde de demain. Certaines études nous disent que dans 10 ans, la moitié des emplois qui existent aujourd'hui seront remplacés par d'autres. Qu'est-ce que tu vois, toi, pour les 5 ans à venir? Pour toi d'abord, et puis au-delà, si tu as une idée. Alors c'est une question intéressante parce que c'est un genre de projection qu'en général je fais jamais. Si tu me dis exactement où est-ce que tu seras dans 5 ans, je vais te répondre mais j'en sais rien et de toute façon, en réalité, je m'en fiche. Oui, tu veux peut-être même pas le savoir d'ailleurs. Non, ça m'intéresse pas. Ouais, c'est ça. Ce qui veut pas dire que je m'intéresse pas à certains éléments, sujets et tendances. Parce que comme je te disais, il faut construire les petites briques de Lego. Là où je serai exactement dans 5 ans, je m'en fiche. Par contre, est-ce que dans 5 ans, j'aurai la capacité de générer du revenu en identifiant des problèmes, en ayant les compétences qui sont nécessaires pour résoudre les problèmes qui existeront en 2027 ? Ça, oui, ça m'intéresse. Ok. Et donc, si on dit en 5 ans, où est-ce que je serai dans 5 ans ? Alors, un truc est sûr, c'est que dans 5 ans, on aura quand même, normalement, si on n'a pas fait une catastrophe, on aura des océans avec des vagues. Donc, forcément, je serai en face d'une plage où je pourrai continuer à faire du surf. Parce que ça, c'est un truc pérenne chez moi. Déjà, ouais. Je continuerai à jouer de la musique. Ça, c'est un truc pérenne chez moi. Maintenant, en fonction du travail, les humains, ils ont toujours la même sorte de problème, en fait.
En termes de génération de business, on va toujours avoir quand même des gens qui ont besoin d'interagir, de travailler ensemble et de collaborer ensemble. Oui. Et ils auront toujours des problèmes. Ils en ont aujourd'hui, ils en avaient il y a 10 ans, ils en avaient il y a 100 ans. Et ils auront toujours des problèmes différents. Ça sera peut-être plus des problèmes de transport, mais ça sera des problèmes de communication. Ils auront toujours un problème pour faire des choses ensemble. D'accord. Après, le monde aura toujours des difficultés. Pour relever les challenges et résoudre les difficultés, il faudra toujours des méthodes, des approches, mettre des gens ensemble et construire de nouvelles choses. Donc on aura toujours besoin de construire. Est-ce que ce sera physique ? Est-ce que ce sera digital ? Est-ce que ce sera virtuel ? Réel ? Ça, j'en sais rien, mais en tout cas, on aura toujours des problèmes à résoudre. Donc je me dis, dans 5 ans, où est-ce qu'on est ? Dans un endroit qui a des problèmes, certainement nouveaux, mais avec des problèmes racines qui restent quand même les mêmes, des personnes qui doivent travailler ensemble, qui doivent résoudre des problèmes, obtenir un résultat, donc ça va rester. Ouais. Donc mon boulot sera certainement différent, mais tu sais, mon boulot, il est différent tous les ans depuis que je le fais, en fait. Oui. Si tu m'avais dit il y a 2 ans que mon boulot, il consisterait à tourner des clips vidéo à la manière de talk show et de déposer des éléments sur des plateformes et de construire des univers alors que je faisais des transformations digitales, je t'aurais dit non, aujourd'hui, c'est pas ça. Mais en fait, si, aujourd'hui, c'est ça, et demain, ça sera autre chose. Alors, comment tu fais pour arriver à te tenir à jour des problèmes que rencontrent les gens ? Tu fais des veilles, tu as des sources, tu vas les rencontrer ? On se prend beaucoup la tête, en fait, je trouve, sur ce sujet-là, en disant c'est compliqué, les problèmes que rencontrent les gens. Il faut peut-être commencer, la première chose, c'est ouvrir les yeux. Ouais. Ouvrez les yeux sur le monde et ce qui est en train de se passer et peut-être un peu écouter les gens. On parlait tout à l'heure de la plage magique. Oui. Tu sais, sur la plage magique, il se passe plein de problèmes. Je vois des gens avec leur ordinateur qui ont du mal à communiquer dans une visioconférence. Je vois des gens qui, à un moment donné, le problème d'énergie, de durée de vie d'une batterie, chez eux, c'est une catastrophe. Oui. Je vois des gens qui sont intelligents, qui te parlent de sujets intelligents, qui n'ont pas du tout le boulot qu'ils aimeraient faire ou dont ils rêvent. Je vois des gens qui jettent des papiers par terre et qui polluent l'environnement. Je vois d'autres gens qui ramassent les papiers des autres et qui nettoient l'environnement. En fait, en parlant aux personnes déjà, on s'aperçoit de beaucoup de choses et on peut constater beaucoup de problèmes sans devoir faire une veille à travers le monde. Après, on a l'utilisation intelligente des réseaux sociaux. Intelligente. J'ai pas dit parcourir une timeline en regardant des TikTok, en mettant des likes et en regardant son Instagram. Oui, ça ne nous rend pas meilleur, ça. Hein. Ça ne rend pas meilleur ni forcément plus intelligent d'ailleurs. En réalité, ce que tu peux faire, c'est suivre certains éléments de tendance, certaines personnes, etc. dans le monde qui ont des stratégies, des idées sur les réseaux sociaux et voir comment ces gens-là réfléchissent, vers où ils vont, en croisant beaucoup d'informations. Parce que le problème des réseaux sociaux, c'est que tout est biaisé. Oui. À un moment, c'est l'avantage de la masse sur les statistiques. Si tu croises des informations de différents pays, de différentes tendances, de différents niveaux, tu vas obtenir un aperçu de la situation qui est un peu moins faux, en fait. Et ça, c'est peut-être une des solutions. Regarder intelligemment les réseaux sociaux, avoir un œil un peu critique et intelligent. Pour ça, tous les réseaux sociaux sont bons. En fait, tu peux trouver des choses intéressantes sur Instagram, tu peux trouver des choses intéressantes sur YouTube, tu peux trouver des choses intéressantes sur LinkedIn. Il suffit de peut-être pas observer ça comme quelqu'un de passif avec ses pop-corn et de dire je consomme du contenu. C'est une consommation intelligente de contenu. Ouais, je comprends. Mais ça remplacera jamais le fait de parler aux gens. Oui. Je sais que tu crois beaucoup en ça et en effet, comme tu dis, la vraie rencontre, le vrai échange direct entre deux personnes est probablement le plus riche. Alors Bertrand, j'aimerais que tu puisses donner quelques conseils aux auditeurs, si c'est possible, qui peut-être se sentent un peu bloqués dans leur vie, peut-être subissent leur vie et aimeraient reprendre la main et redevenir actifs pour dessiner leur futur. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces gens-là pour passer à l'action ? J'ai des éléments, bien sûr, ils sont beaucoup plus faciles à faire pour moi que pour certains, et je conçois que ça soit pas facile pour tout le monde, mais le premier, c'est arrête de penser et commence à faire. Arrête de penser et commence à faire, d'accord. Alors, le premier conseil, il vient d'où ? C'est souvent, j'entends des gens qui me disent « J'aimerais, ça serait bien si, j'adorerais », mais en fait, ça me gonfle. C'est arrête de dire « j'aimerais », dire « je veux ». Un jour, je fais. Oui. Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, imagine, il n'a jamais été plus simple de changer de pays, de voyager, de créer un business. Tout est facile aujourd'hui. C'est vrai. Ça ne demande pas vraiment des revenus. Tu disais multiplier les revenus tout à l'heure. Créer une activité satellite à côté de ce que tu fais. Mais même en France, qui n'est pas un des pays les plus digitaux, tu crées une activité d'auto-entrepreneur en, 10 minutes, un quart d'heure. Oui. C'est quoi le problème ? Avec 100 €, tu peux démarrer n'importe quelle activité qui te produit du digital en sortie.
C'est vrai. Il faut juste arrêter de réfléchir et de dire qu'on aimerait, qu'on souhaiterait, de se plaindre et de chercher des éléments pour pas le faire. Il faut juste le faire. Ça serait le premier truc. Ok. Les auditeurs n'auront que le son, mais je vois derrière toi, the most effective way to do it is to do it. Donc c'est ce que tu viens de me dire en fait. Il faut s'y mettre. Il faut arrêter de parler et il faut commencer à agir. Oui, tout à fait. Tu sais, j'avais une confrère dans une entreprise avec laquelle je travaillais. Elle avait 25 ans. Et un jour, elle m'a dit un truc énorme en fait. Elle m'a dit oui, mais c'est compliqué parce que j'ai peur. Je pourrais perdre tout ce que j'ai. Ouais. Imagine à 25 ans quand même. Donc déjà, elle n'avait pas grand-chose en réalité. Et puis en fait, qu'est-ce qu'on a ? Et de toute façon, on peut tout perdre. Ouais. Il faut arrêter avec cet état d'esprit de je pourrais perdre tout ce que j'ai. De toute façon, on peut tout perdre. Et ça peut arriver un jour. Et qu'est-ce qu'on en sait ? Est-ce que tu penses que les Ukrainiens savaient qu'ils allaient tout perdre ? Ah, c'est sûr. Et pourtant, aujourd'hui, ils ont tout perdu. En fait, c'est pas le problème de pouvoir tout perdre, parce qu'on peut toujours tout perdre à tout instant. On peut aller de petits risques à grande catastrophe, mais tu sais, si tu as un tsunami qui arrive sur les Landes, je crois que tu habites dans les Landes, n'est-ce pas ? Tout à fait. Il n'existe plus demain. Bon, ça y est, tu as tout perdu. Tout perdu pour de vrai, là. Pour de vrai. Et tout perdre, on peut toujours. Et en fait, il faut arrêter cette psychose en face de on peut tout perdre. Parce que si on commence toujours avec qu'est-ce que je pourrais perdre, c'est la mauvaise approche. La vraie approche, c'est qu'est-ce que je peux gagner. Ça serait le deuxième truc. Okay. Qu'est-ce que je peux gagner et je commence aujourd'hui. Et je commence aujourd'hui. Et t'en veux une troisième, c'est si t'as un rêve, tu le fais en fait. Ah. Parce que... Si j'ai un rêve, je le fais. Tu fais un rêve, c'est pas pour en parler, c'est pour le faire. Alors comment je fais ? Je commence aujourd'hui aussi, à me rapprocher petit à petit. Tu commences aujourd'hui à te rapprocher. Tu sais, moi, je voulais aller habiter à la plage, etc., pouvoir faire du surf tous les jours. À un moment, même dans mon boulot, qui n'était pas du tout adapté à du travail à distance, à de la plage, quand même, quand tu fais du conseil stratégique dans des grands groupes du CAC 40, dans des organisations, ils sont habitués à te voir arriver avec un costume, pas avec des jeans à trous et des baskets, et ils sont habitués à ce que tu viennes dans leur bureau. Quand tu leur dis que tu vas être en short et en tongs et que tu vas travailler à la plage... C'est vrai que c'était pas gagné. Et que t'as pas encore de Covid, parce que c'était avant le Covid. Il faut juste le faire, parce que en le faisant, tu t'aperçois que ça, au final, ça va à tout le monde. L'erreur, ça aurait été de pas le faire. Il faut juste avoir suffisamment confiance quand même dans ses choix, dans sa capacité à faire pour se lancer, en fait, c'est ça. Ah, ça, allez, j'en voulais que 3, mais il y en aura peut-être un 4e de type, en fait. C'est être honnête envers soi-même. Mais être honnête dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent « je peux pas », alors qu'ils peuvent largement et qui vont continuer à trouver l'excuse de continuer à apprendre. J'ai une collègue comme ça, une amie qui est au Maroc, elle a déjà 3 masters. Et en fait, elle dit « non, mais il faut que j'obtienne un peu plus d'expérience pour faire quelque chose ». Elle en veut combien, en fait ? Elle veut passer sa vie à l'université, elle veut faire toutes les matières disponibles dans l'université. C'est pas vrai, elle est intelligente, elle a les capacités. Et elle se ment à soi-même dans le mauvais sens. Et puis, tu as les gens qui pensent qu'ils peuvent tout faire aussi. Et que tout est facile et qu'ils vont y arriver sans avoir les compétences. Ça, t'en vois beaucoup chez les digital nomades. Les digital nomades, t'en vois plein qui arrivent, moi j'en vois tous les jours, qui arrivent, ils débarquent à la plage, ils se disent, ça y est, tiens, je vais créer mon business. Sauf qu'ils n'ont pas pensé qu'il fallait acquérir certaines compétences, que créer un business, il y avait beaucoup d'aspects dans créer un business, de facettes. Il n'y a pas juste produire le résultat, il y a aussi le marketing, etc., la gestion, la finance, etc. Et il y a cette espèce de biais, ils ne sont pas honnêtes envers eux, ils croient que ça va être facile, ça ne l'est pas, et au bout de 4 mois, ils rentrent à la maison. Merci pour ce 4e conseil. Merci Bertrand pour cette interview aujourd'hui. C'était très riche. J'espère que les auditeurs ont pu apprécier tout ce que tu nous as apporté. C'était vraiment un plaisir de te recevoir. Je te souhaite le meilleur pour la suite et bien sûr, aucune inquiétude. Tu développes tes compétences et tes Legos, tu les assembles tous les jours un peu plus. Et c'est comme ça qu'on va toujours plus haut. Eh ben merci Xavier. Écoute, j'étais ravi de partager l'expérience de financer sa vie. C'était un moment super agréable et oui, j'espère qu'on aura donné quelque chose aux auditeurs en tout cas. Au plaisir. À bientôt Bertrand. Allez, merci à tous. Au revoir. Pour vous donner les moyens d'oser votre vie, rendez-vous sur financersavie.com. En cliquant sur « Rejoignez-nous », vous accéderez à l'espace membre. Vous y trouverez le guide de 14 pages pour clarifier votre projet de vie et le transformer en réalité, les outils pratiques pour suivre et évaluer facilement vos finances personnelles. Vous recevrez notre newsletter avec les articles du blog en avant-première et tous les trucs et astuces pour oser une vie plus riche.